Nous sommes un dimanche matin de l'an de grâce 2004. J'ai 9 ans et demi, bientôt 10 ans. Et je ne manque pas mon rendez-vous hebdomadaire devant... F3X, le choc des héros. Parle-moi plutôt de l'émission de cette semaine. Je pense que vous serez satisfait, professeur. Tiens donc, cette Cérébro vous rappelle-t-elle quelque chose? Merde, quel est ce maléfice? Eh oui, quand j'étais petit, je baignais déjà dans les super-héros depuis un moment, bien que je n'en comprenais alors pas toutes les subtilités de récit et la réalité de la vie de laquelle ils s'inspiraient. J'ai d'abord été fan de la série animée Spider-Man, avant de tomber sur cette superbe émission du dimanche matin qui me manque encore aujourd'hui. Les X-Men, Batman la relève, Justice League, bon sang que j'ai été biberonné à ces animés. Je crois que tu as provoqué un bug chez certains. Ah bah oui, sans tomber dans le « c'était mieux avant », que je ne pense même pas, il faut bien admettre que quand t'es petit, tu aimes ce que tu aimes, et les rivalités commerciales telles que celles entre Marvel et Detective Comics, clairement, tu t'en tartines le fion. C'est bien simple, s'il y avait du super-héros, je kiffais. Hommes, femmes, blancs, noirs, asiates, arabes, tout y passait. D'ailleurs, petite note au sujet des X-Men et autres Teen Titans, ils étaient bien plus pertinents à être réceptacles de problématiques socio-culturo-identitaires en tant qu'histoire d'ados et de jeunes adultes en plein développement, là où les héros adultes n'avaient pas que ça à penser. Je pose ça là. Franchement, Mélo. Propre pour une fois. T'as vu ça? Je m'améliore, hein. Enfin bref, si je vous évoque ce temps lointain que les moins de 20 ans ne peuvent point connaître, l'émission a été arrêtée en 2008 donc c'est littéral, c'est pour une raison simple. Je surkiffe les super-héros et je n'ai absolument pas de préférence d'éditeur. Et en vertu de ça, bien que j'ai énormément de scripts de sujets Marvel qui dorment d'ores et déjà sur mon petit PC et qui n'attendent que d'être montés, j'avais à cœur d'entretenir un certain équilibre dans les provenances éditoriales de mes prochains sujets. Et j'ai donc préféré patienter afin de peaufiner autre chose que du Marvel ou Disney à vous mettre sous la dent, dans un premier lieu tout du moins. Et donc, au passage... Pardonnez mon retard. Ceci étant dit, il est temps de reprendre mon propos initial. Les super-héros de mon enfance. Et ici, plus précisément, ceux de chez DC Comics. Concurrent quelque peu à la traîne du géant incontestable actuel qu'est Marvel, Detective Comics rattrape son retard depuis quelques années à coup de tentatives hasardeuses de construction d'un Cinematic Universe, et de plusieurs univers télévisés un peu plus concluants. Arrow, Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow, Lucifer, et oui, Sandman, le tout appuyé par une supériorité notable dans le domaine de l'animation. Le plus gros coup d'éclat étant encore aujourd'hui tout le brassage médiatique autour du film Justice League, et plus précisément de la fameuse Snyder Cut. Mais ce serait passé à côté de ce qui selon moi, et la miniature de cette vidéo vous l'aura indiqué, fait la force et la plus-value de ce potentiel studio de cinéma. L'obscurité typique de ses meilleures têtes d'affiche. Car là encore, vous l'aurez deviné, un autre titre que la Snyder Cut a fait la une de la presse culturelle et cinéma il y a désormais quelques années. Joker. Et là vous allez me dire, sacré gouffre entre F3X et le malade mental joué avec brio par Joaquin Phoenix. Et je vous répondrai précisément. Car si j'ai apprécié et apprécie toujours autant l'animation de chez DC Comics, mature ou non, je dois avouer que la noirceur d'un récit comme celui de Joker m'aura inspiré une immense envie de voir le cinéma adapter tous ces univers à travers un nouveau sous-concept, un Dark Cinematic Universe. Oui, le jeu de mots avec le DCU est facile, mais n'en est pas moins parfait. Et tel l'Iron Man de Marvel en 2008, je me suis pris au jeu d'imaginer à quoi pourrait ressembler un univers cinéma d'ici, inauguré non pas par Man of Steel, mais par Joker. Naturellement, quand on arrive sur un marché, même culturel, qui n'est pas neuf et qui a déjà bien été foulé par la concurrence, il convient d'analyser la recette du succès de cette concurrence, soit pour faire mieux, soit pour faire autrement. Le Marvel Cinematic Universe tel qu'on le connaît aujourd'hui démarre avec l'incroyable Hulk, et non pas avec Iron Man. Preuve en est cette scène post-crédit. Pourtant, c'est Iron Man qui a signé son démarrage retentissant. Pourquoi ? Déjà parce que le film était bon, mais au-delà de ça aussi, parce qu'il est venu derrière tisser les premiers liens solides entre lui et les prochaines œuvres de la Maison des Idées. Le Shield, la scène post-crédit, la scène finale de révélation de son identité par Stark,
Tout est venu servir de base pour consolider un socle narratif d'ensemble destiné à croître grandement au fil des sorties en salle. Le tout avec une recette assez typique pour chaque film introduisant un nouveau héros, naissance progressive d'un héros à travers l'accoutumance à ses pouvoirs, arrivée de problématiques personnelles liées à son début de double vie, ensuite le héros devient un aimant à problème et attire les bad guys, et enfin le héros tire enseignement de ses difficultés, avant de quasiment toutes les vaincre. Le problème pour DC Comics au cinéma est que le fait de reprendre cette formule ne peut pas fonctionner aussi bien, parce que c'est déjà vu, premièrement, et parce que ça ne correspond pas à leur style, deuxièmement. On a beau dire que la plupart des figures héroïques se ressemblent entre Marvel et DC, mais la chose n'est pas aussi simple. De surcroît, le fait de ne doublement pas pouvoir coller à une formule qui, pourtant, a fonctionné jusque-là pour la concurrence, ajoute une troisième difficulté d'ordre à la fois artistique et marketing à DC, le besoin d'innover. Car Marvel nous l'a démontré, il ne suffit pas d'adapter fidèlement une œuvre dessinée dans sa version cinéma pour que le film soit aussi bon que le comics. Résultat, DC est quelque peu coincé dans un problème à solutions multiples mais incertaines. Et ça, sur le plan commercial, c'est pas bon du tout pour eux. Or, je trouve personnellement que les bribes d'une toute nouvelle formule de récit d'ensemble sont perceptibles pour aider à la construction d'un cinématique universe innovant, et qu'il ne tient qu'à James Gunn et consorts de les exploiter. Et en quoi consistent ces bribes de nouvelles formules? Schéma beaucoup plus sombre. Naissance d'un méchant bien charismatique, perturbation morale du spectateur qui sympathise avec le dit méchant par contextualisation, désespoir face à la déchéance morale de cette personnalité qui semblait certes partir en croisade contre les conventions, mais pas forcément de façon injuste, arrivée du héros providentiel non pas en tant que justicier mais en tant que seul espoir de voir la justice se réinstaurer. Et donc, par exemple, le Joker de Joaquin Phoenix peut être le révélateur des défauts fondamentaux d'une société défaillante et décadente, semblable à Gotham. Devenir le roi du crime à Gotham, par volonté d'écraser les criminels sous sa botte et ainsi rendre une justice semblable à la loi de la jungle. Être jouissif à l'écran de par ses punchlines et coups de force contre des criminels plus réalistes et détestables. Et finalement, se montrer lui-même petit à petit comme étant le pire de tous malgré ses origines compréhensibles. Ainsi, la seule issue bénéfique pour Gotham, c'est que quelqu'un hors du système se décide à mettre sa personne de côté pour ne se consacrer qu'à mater les criminels jour après jour, tel un chevalier vengeur à la vision sombre, mais au but lumineux qu'est la justice, le Batman. Autre exemple, Lex Luthor, génie philanthrope semblable à Iron Man quand on y pense, et tout comme le Iron Man des comics, finit par perdre son âme à force de vouloir tout contrôler pour tout rendre meilleur. Seul un homme supérieur et naturellement surpuissant peut arrêter la machine Luthor et remettre l'homme qui se prend pour Dieu à sa place d'homme saint. Superman. Encore un exemple. Sinestro, au gradé des Green Lantern, dévoue sa vie entière à défendre son secteur d'univers contre des ennemis toujours plus puissants, cruels et sans scrupules. Face à un déferlement toujours plus grand de haine et de dévastation, Sinestro finit par sombrer dans le désespoir en constatant que ses supérieurs préfèrent laisser une planète mourir plutôt que de se résoudre à remettre en question leurs principes pour le bien de tous. Leur volonté en excès est devenue obstination. Sinestro choisit donc de ne pas laisser la justice chuter devant la fatalité et embrasse la voie des Yellow Lanterns pour défendre les innocents et vaincre à nouveau les ennemis de cette justice. Mais dans sa quête de puissance, Sinestro sombre dans une voie qu'il ne soupçonnait pas, la facilité et l'orgueil. Face à cela, seul un Green Lantern dont la volonté est si infaillible qu'il a su ou saura porter la plupart des autres anneaux de lanterne sans dévier de la voie de la volonté peut rivaliser. Hal Jordan. Nouvel exemple enfin. Le dieu de la guerre, Arès, ayant autrefois défendu la terre face à tant d'ennemis et de tyrans qu'il ne les compte même plus, fils de Zeus amené à lui succéder en tant que dieu défenseur, Arès se rend compte comme son père avant lui que les hommes régressent dans leurs valeurs et principes dès lors que leurs vies ne sont pas mises en jeu. Il en vient à se dire que le conflit est la seule chose qui force les hommes à demeurer droits et honorables face à l'adversité et la nécessité de se battre pour se préserver. Cependant, il n'est pas immédiatement partisan de la guerre totale, simplement de la nécessité pour les hommes d'apprendre constamment à se défendre, à être sur leur garde dans une logique d'affrontement perpétuel même inoffensif. Il est un jeune dieu philosophe et presque chevaleresque. Mais lorsqu'Éris provoque la guerre de Troie, et que celle-ci se propage jusqu'au sein du panthéon grec, Arès ne fait non pas le choix du statu quo, mais du parti pris. Éris a certes déclenché la guerre, mais si personne n'agit, alors il n'y aura personne pour la finir,
se dit-il. Ce sont en quelque sorte les prémices de la citation de Burke, « Le mal triomphe dans l'inaction des hommes de bien ». Mais Arès faisant pencher la balance de manière déséquilibrée dans la guerre, il est accusé par d'autres dieux d'y prendre plaisir. Il a beau argumenter, rien n'y fait. Il est estampillé dieu assoiffé de sang, alors même que son but a toujours été de clore les guerres le plus rapidement possible pour le bien commun. Enragé par les accusations calomnieuses et la solitude dans laquelle elles l'enferment, Arès finit par embrasser l'idée qu'il vaut mieux être craint que respecté, et finit par faire adapter cette pensée aux hommes. Mieux vaut qu'une nation dominante soit crainte des autres plutôt qu'espérer qu'elles se respectent entre elles. Arès met donc en place un plan que même Zeus et Athéna ne sauront voir venir. Une succession de guerres totales qui placeront une nation sur le toit du monde durant une période donnée et qui garantira les phases de paix à durée limitée, mais garanties au fil des siècles. De César à Tonton Dodolphe, en passant par Napoléon et finalement Donald Reagan. C'est là qu'apparaît enfin la figure héroïque porteuse d'espoir d'un autre paradigme de paix pour l'humanité. Une paix certes guerrière mais pas guerroyeuse. La fille de Themyscira, la seule et unique Wonder Woman. Voilà à quoi ressemblerait une phase 1 d'un Dark Cinematic Universe, avec les méchants comme introduction et les héros comme solution. Cette logique pourrait ensuite permettre, en exploitant à son tour le concept bien connu chez DC de multivers, d'introduire les arcs de la cour des hiboux ou du multivers noir au cinéma sans le moindre problème de cohérence. D'autant que, pour cela, les anciens films de chez DC Comics demeurent pertinents dans leur catalogue. Dernièrement, on le voit déjà à l'exploitation du Batman de Michael Keaton pour le dernier film Flash, alors même que le Bruce Wayne incarné par Ben Affleck y apparaît également, et que celui de Pattinson reste le film solo de ce personnage le plus récent et novateur. On peut tout à fait imaginer un retour du Batman de Chris Bane et Nolan dans un récit du multivers noir. L'exploitation de la Wonder Woman de Gal Gadot et de l'Aquaman de Momoa pour une nouvelle interprétation de la guerre entre Atlante et Amazone, telle qu'introduite dans le Flashpoint Paradox pendant que la Supergirl du film Flash semble emprunter la voix qu'était celle de Kal-El dans le même récit. On sait également, via Shazam 2, que le DCU issu de la plume de Zack Snyder se dirige vers les récits de la Justice Society et non plus de la Justice League. Donc, on peut tout à fait imaginer ces déchéances des héros, incarnés par les acteurs de Snyder, venir servir la mise en avant de nouveaux héros. Blue Beetle, Aqualad, Supergirl, Batgirl, bien qu'il ait été annulé, Nightwing, et j'en passe, pendant que les plus gros noms habituels de chez DC pourraient être incarnés par de nouveaux acteurs, collant plus à la figure de ces héros, que l'on pourrait rechercher dans cette ambiance plus sombre. Il y a donc beaucoup à exploiter chez DC actuellement, de façon rafraîchissante pour le genre au cinéma. Pour ceux qui n'ont pas connaissance de ce qu'est le multivers noir, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Mais imaginez juste 30 secondes un Batman ayant volé son pouvoir à Flash incarné, au hasard, par Michael Keaton. Ou un Batman ayant été contaminé par un Joker avant sa mort, incarné, toujours au hasard, par Christian Bale. Ça vous met en appétit ? Moi aussi. Mais enfin tout ça, ça reste évidemment d'après moi.